Radio Laser, émission spéciale en direct. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui à l'instant sur Radio Laser. On est un petit groupe de 5 étudiants de l'INSA et aujourd'hui on a décidé de parler des addictions chez les étudiants en France. Donc vous le savez, la crise sanitaire a particulièrement touché les étudiants, mais vous savez peut-être pas que les jeunes, c'est le public le plus touché par la consommation de substances telles que le tabac, le cannabis, l'alcool ou encore d'autres drogues. Il y a donc énormément d'addicts chez les étudiants, mais ce ne sont pas les seules addictions qui les touchent. En effet, il y a les addictions des écrans, donc que ce soit les jeux vidéo ou encore les réseaux sociaux. Et les études, c'est pourtant un moment clé de la vie. Et paradoxalement, c'est là où on est le plus vulnérable. C'est quand même étonnant que les addictions soient le plus présentes à cet âge-là. Donc, une question. Sur quoi les jeunes passent-ils plus de 2 heures par jour en moyenne ? La réponse, c'est facile, c'est les réseaux sociaux. Les jeunes, ils passent en effet de plus en plus de temps et on veut toujours être connecté, quitte à parfois finalement être déconnecté de la réalité. Puisque l'addiction aux réseaux sociaux se propage à la même vitesse que leur montée en popularité. La parole est à Eman. Bonjour tout le monde, comme a dit Romain, je vais vous parler à propos des addictions des étudiants et notamment celles concernant les réseaux sociaux. La majorité des gens, et notamment les jeunes, deviennent de plus en plus dépendants sur l'Internet. En fait, sans que ces derniers soient isolés socialement ou très sociables, ils fréquentent quand même énormément les réseaux sociaux. Et le grand problème, c'est que le temps passé sur ces réseaux sociaux est énorme devant celui que les jeunes sont censés investir, comme par exemple dans leurs études, leurs loisirs. Certes, les réseaux sociaux ont plusieurs avantages, tels que la sensation, par exemple, de rester en contact avec ses proches, de rester à jour avec les actualités, ou même encore d'offrir des opportunités de stage, de travail. Mais il ne faut pas oublier que ces derniers ont un nombre d'inconvénients qui restent quand même importants par rapport aux avantages, parmi lesquels, bien sûr, l'addiction. Qu'en pensez-vous, les gars ? Oui, je suis d'accord avec toi, Eman. En effet, les réseaux sociaux sont devenus très populaires chez les jeunes et notamment les étudiants. Cela peut être en cause de moins bonnes réussites scolaires, par exemple. En vrai, l'addiction aux réseaux sociaux peut aussi causer l'addiction aux jeux vidéo. Aujourd'hui, plusieurs étudiants sont addicts aux jeux vidéo, vu qu'ils les ont connus en un premier temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux deviennent de plus en plus dangereux pour nos jeunes. Et les raisons sont toutes communes selon les étudiants. Les jeunes pensent qu'ils sont addicts aux réseaux sociaux à cause de la normalisation de l'utilisation de ces technologies. Ça veut dire que parfois ils se sentent obligés aux besoins constants d'interaction avec les autres, vu que par exemple ils utilisent une certaine application comme Instagram. La solitude en est également une cause directe de l'utilisation des réseaux sociaux, qui sont dans ce cas considérés comme un moyen permettant aux jeunes de compenser leur manque affectif et émotionnel. Le manque de limites durant l'adolescence est aussi considéré comme une raison directe de l'addiction aux réseaux sociaux. C'est parce que leurs parents ne limitaient pas l'utilisation des technologies chez eux. Donc quand ils étaient adolescents, ils deviennent de nos jours de plus en plus dépendants que jamais sur les réseaux. Ainsi, les réseaux sociaux ont plusieurs impacts néfastes sur les études d'une personne. Et notre sondage au sein de l'INSA en est une preuve concrète, n'est-ce pas ? Oui, Eman, justement, dernièrement, notre étude, donc 33 personnes ont participé et donné leur avis sur leur temps d'écran. Environ 40% des personnes qui ont répondu au sondage passent plus de 10 heures de temps d'écran par jour. Et presque la moitié ont un temps d'écran entre 4 et 10 heures. Donc a priori, on pourrait supposer que ces heures-là sont consacrées aux études, mais en fait, 29 des personnes sur les 33 qui ont été interrogées utilisent majoritairement des plateformes comme Twitch, Netflix, YouTube ou d'autres plateformes de divertissement. Et on ajoute cela le fait qu'ils jouent également aux jeux vidéo, ça se cumule. Seulement 2 personnes parmi celles qui ont répondu au sondage consacrent leur temps d'écran au travail. Et oui, le sondage montre également un autre problème. C'est le fait que les étudiants ne se rendent pas compte de la dépendance totale sur ces technologies, ainsi que la consommation excessive de ces dernières. En fait, environ 48% pensent que toutes ces heures de consommation-là ne sont pas du tout excessives. En plus, 10% ne savent même pas si ça dépasse les limites ou pas, alors que 42% des étudiants participant au sondage pensent que cette utilisation devient trop excessive. Sans oublier le fait que les étudiants ont besoin d'argent parfois pour s'abonner, par exemple à leur streamer préféré, et ainsi lui faire des dons ou d'acheter des jeux vidéo, ou même payer leur abonnement YouTube Premium. Et par conséquent, leurs addictions engendrent une perte importante d'argent. Oui, et en plus, les étudiants addicts aux réseaux sociaux ont une santé mentale plus fragile et une concentration très faible.
Ils sont également les plus exposés aux détresses psychologiques et surtout aux pensées autodestructrices et suicidaires. Alors, tout comme les réseaux sociaux, les gens jouent de plus en plus aux jeux vidéo, on l'a dit, et on peut également y être addict. Alors, c'est une activité qui devient très vite chronophage, mais quand on est étudiant, la gestion du temps, c'est ce qui est le plus important. Donc, ça l'est encore plus pour les joueurs. Donc, Waji, tu vas nous parler de ce phénomène ? Effectivement, les jeux vidéo sont très répandus chez la majorité des étudiants, mais c'est pas aussi simple que ça. L'addiction aux jeux vidéo est plus difficile à diagnostiquer du fait que la limite entre joueurs passionnés et addicts est un peu floue. Certes, passer trop de temps devant des écrans n'est pas bénéfique pour la santé, mais de nos jours, si ce n'est pas pour jouer, il reste plein d'autres raisons pour utiliser des écrans. Les critères dans ce cas pour séparer les joueurs normaux des addicts sont leurs répercussions sur la vie sociale et académique de l'étudiant. Par exemple, un addict perd l'aptitude de se contrôler face aux jeux, malgré les répercussions sur sa vie. Ce ou ces jeux deviennent sa priorité ultime avant les études ou relations sociales. Un autre point qui rend cette problématique encore plus compliquée est le fait que les étudiants sous-estiment ce type d'addiction. On dit que c'est juste des jeux vidéo, mais en réalité le risque de dépendance n'est pas si petit. Selon une étude, on a trouvé que presque 10% des joueurs sont accros. Et une fois entré dans le cercle d'addiction, ça devient plus compliqué. On commence petit à petit à s'isoler de son environnement social, à négliger ses études, mais quand on se rend compte de l'addiction, on a déjà passé la ligne de non-retour, pas de relations sociales, ni résultats académiques comme souhaité. Et les étudiants dans ce cas ne voient plus les jeux vidéo comme divertissement, mais plutôt comme un refuge face aux problèmes. Donc l'addiction aux jeux vidéo n'est pas un sujet à prendre à la légère. Il faut vraiment faire attention pour ne pas tomber dans la dépendance. Pour ceux qui veulent aider leurs amis, ça pourrait aider de travailler sur le sens de ce qu'ils font devant les jeux, mais il ne faut sûrement pas stigmatiser l'usage des jeux vidéo, mais cibler plutôt la perte du temps et contrôle face aux jeux. On va vous laisser sur une courte pause musicale. Vous allez écouter Baby I'm Yours de Breakbot. Change my state of mind. Love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that time to pay. How can I go on with the cup falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand? Trust me, I'll be there. The road that leads to heaven can be so steep. I will help you climb, change your state of mind. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand that your wish is my command? What can I do to make my baby understand? Your wish is my command. Baby, won't you understand that your wish is my command? Trust me, I'll be there. I can see you there, waving away. Trust me, I'll be there. I can see you there, waving away. Trust me, I'll be there. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand that your wish is my command?
Vous venez d'écouter Baby I'm Yours de Breakbot. Alors un autre fléau qui touche la population étudiante, c'est la consommation d'alcool. Donc Titouan, tu comptais nous en parler ? Oui, en effet, s'il y a bien un endroit où l'alcool coule à flot, c'est bien dans les soirées étudiantes. Malgré les dangers de l'alcool, il est vrai qu'une partie des étudiants français dépasse les limites du raisonnable. Il y a plusieurs raisons expliquant la consommation excessive chez les étudiants. Beaucoup voient l'alcool comme un moyen de se désinhiber pour favoriser les interactions sociales ou juste de passer une bonne soirée. C'est vrai que la plupart d'entre nous ont déjà expérimenté ce sentiment de liberté ou de confiance qui favorise les échanges durant une soirée. En effet, ça permet de ne plus penser à rien d'autre que s'amuser et d'oublier les soucis de la vie d'étudiant. Oui, c'est vrai. L'alcool, c'est aussi un moyen peu cher et socialement acceptable de calmer le stress de la vie quotidienne, je pense. Avec 1 étudiant sur 10 qui consomme des anxiolytiques en France, il est vrai que beaucoup d'étudiants font l'expérience du stress, de l'anxiété, voire même de la dépression. En effet, avec la pression du quotidien, les examens et un avenir incertain, la vie étudiante est une période compliquée et peut-être la porte d'entrée vers une consommation excessive. Mais la consommation d'alcool peut vite devenir une habitude trop régulière, voire même un besoin, et c'est là qu'on peut parler d'une addiction. L'addiction, elle peut survenir pour plusieurs raisons. Comme l'addiction physique, qui peut provoquer un syndrome de sevrage à l'arrêt de la consommation, ou bien une sorte d'addiction sociale, c'est-à-dire que l'on a besoin de l'alcool pour sociabiliser ou bien profiter du moment. Les conséquences d'une telle addiction sur un étudiant, elles peuvent être très néfastes, c'est-à-dire sans parler des dégâts causés à la santé de l'étudiant. À court terme, cela peut aussi favoriser une rechute à l'âge adulte, même si l'étudiant a arrêté de boire. D'autre part, cela va évidemment pousser à la dépense, des dépenses qui peuvent être très importantes si l'étudiant consomme en club ou en bar par exemple. Dans un milieu en manque de moyens financiers tel que celui-ci, cela amène de nouvelles complications. Par exemple, des étudiants qui ne vont pas manger le soir pour être alcoolisés plus vite lors des soirées et économiser le prix du repas. Quand la boisson prime sur la nourriture, c'est rarement signe de raison. Aussi, on sait bien que l'alcool, ça fatigue et ça affecte nos capacités cognitives. L'alcool est responsable de moins bonnes réussites, voire de décrochage scolaire chez certains étudiants. Ils n'arrivent plus à faire la part des choses entre les études et les soirées alcoolisées. C'est vrai, non, les gars, je sais pas vous en pensez quoi, mais moi, quand je sors beaucoup, je travaille moins et je ne vais plus en cours car je suis trop fatigué. Ouais. Là, on vient de parler d'argent à l'instant et à quel point une consommation excessive d'alcool peut impacter sur les finances d'un étudiant et même le faire économiser sur des dépenses essentielles comme la nourriture. Une autre source d'addiction pose les mêmes types de problèmes. Bon, vous avez compris de quoi je parle, je pense. Bah oui, la cigarette. Ouais, en effet. Le tabac, on y est habitué maintenant au message de prévention contre la cigarette, mais malgré ça, beaucoup de personnes fument régulièrement en France. Il en va de même chez les étudiants, bien sûr, avec 30% d'entre eux qui consommeraient du tabac régulièrement d'après l'étude iShare. Bon, les dangers du tabagisme, pas besoin de vous les rappeler, on est tous au courant en 2021 que le tabac c'est vraiment mauvais pour la santé et que ça coûte cher. Et ouais, c'est vrai, 10 € le paquet à chaque fois, ça fait mal un peu. Ouais, tu m'étonnes. Alors, pourquoi autant de jeunes consomment du tabac ? En effet, les raisons font partie de celles qui poussent à la consommation d'alcool. On retrouve en effet la dimension sociale, car fumer peut permettre d'exprimer une certaine attitude cool, entre guillemets, mais surtout de rassembler les gens autour d'un sujet commun, avec le fameux « t'as pas une clope, s'il te plaît ?» ou le « t'as du feu ». Les gens se rassemblent pour fumer et cela entraîne des interactions et la sociabilisation. Sinon, avant, tu parlais du stress et de l'angoisse auxquels peuvent être sujets les étudiants. Peut-être que la cigarette, finalement, c'est un moyen de déstresser. Oui, sinon, tout simplement, en fait, tu as raison. Une grande partie des fumeurs fument pour décompresser et peut-être même que l'acte de fumer devient un moment habituel, donc réconfortant et rassurant psychologiquement pour ces étudiants. D'ailleurs, Waji, en parlant de tabac, ça m'a fait penser que tu devais parler de la consommation de cannabis chez les étudiants, non ? Ouais, effectivement. On sait bien que le cannabis est l'une des drogues les plus consommées au milieu académique et en France plus généralement. Et selon une étude de 2017, presque 40% des jeunes de 17 ans ont déjà consommé du cannabis. Et à cause de ceci, l'addiction et l'utilisation de cette herbe se banalise de plus en plus. Par contre, cette drogue n'a rien de banal. Et l'autre raison de complexité du cannabis est le fait que ses effets psychiques ne sont pas très clairs. Ils peuvent varier beaucoup d'un individu à l'autre, ainsi que d'une expérience à une autre, et aussi en fonction de la fréquence de consommation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un usage régulier cause généralement des réactions émotives ou comportementales inhabituelles qui peuvent se traduire par une baisse de motivation aux études, ainsi que difficultés conjugales, voire même un état dépressif.
Et malheureusement, on entend souvent dire que le cannabis n'est pas addictif. Ouais, pas addictif physiquement, mais c'est l'addiction psychique qui pose problème là. Ce qui est pire, c'est que les addicts ne s'en rendent même pas compte. Et d'un autre côté, les effets physiques sont connus et aussi graves. Un joint de cannabis contient environ, en taux de goudron, environ 4 ou 5 cigarettes. Ah ouais, mais du coup ça détruit les poumons plus vite en fait. Ouais. Bah, du coup, pour les étudiants, ceci n'est pas vraiment bénéfique. Des troubles physiques accompagnés de baisse de motivation présentent de grands obstacles devant l'étudiant et sa vie académique. Et donc pour finir, le cannabis ne devrait pas être aussi commun qu'il est. Peut-être que c'est une drogue douce ou déjà légale dans d'autres pays, mais ceci ne change pas le fait qu'elle reste dangereuse et peut vraiment détruire la vie académique et sociale d'un étudiant. On va se laisser pour une petite pause musicale. Vous écoutez The Blue par Buddy et Snoop Dogg. D'accord, excusez-nous, il y a eu un petit problème technique. Donc on va continuer. Les addictions peuvent avoir plusieurs origines, c'est très varié, mais il y a un commencement à tout. On ne devient pas addict au cannabis du jour au lendemain. Quelque chose qui peut nous influencer pour commencer, c'est bien évidemment les médias comme les films, les réseaux sociaux. On voit un youtubeur cool fumer, une star de cinéma boire, ou encore on entend parler des derniers excès de son artiste préféré. Et vous mêlez à ça un esprit jeune et donc influençable, et vous obtenez un nouveau consommateur de ces substances. Donc mon pote Hamza, qui est super calé sur le sujet, il va mieux en parler que moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme Romain vous l'a précisé, je vais parler des addictions chez les étudiants et surtout sur l'impact qu'a eu les réseaux sociaux. Alors, on va commencer avec du lourd. Si je vous dis série britannique et personnage principal avec beaucoup trop de charisme pour un anglais, vous me dites Peaky Blinders. Alors, qui n'a pas succombé au moins une fois sous le charme et le charisme de Thomas Shelby? Personne, bien sûr. Mais malheureusement, ce charisme vient d'une grande partie de sa grande consommation de cigarettes. Juste pour la petite anecdote, Cillian Murphy, de son vrai nom, a fumé un peu plus de 5000 cigarettes durant le tournage, ce qui est énorme. Alors, il n'y a pas de sondage officiel qui se soit fait, mais je suis persuadé que plusieurs personnes ont commencé la fumette juste après avoir regardé la série. Et c'est la raison pour laquelle l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, voulait interdire fermement la présence des cigarettes dans le cinéma français. Après l'apparition d'une étude faite par la Ligue contre le cancer qui disait que 8 films sur 10 banalisaient l'utilisation du tabac entre 2009 et 2012. Et ce chiffre, malheureusement, ne cesse d'augmenter puisqu'il arrivait à 9 films sur 10. Je sais pas vous les gars, mais j'aimerais bien avoir vos avis sur le sujet. Est-ce que les films et les séries ont déjà eu un impact sur votre consommation? Et êtes-vous d'accord avec l'ancien ministre de la Santé? Oui, je suis totalement d'accord avec tes propos. En fait, tu parlais tout à l'heure de Peaky Blinders. Personnellement, à chaque fin d'épisode, j'ai envie de m'allumer une cigarette, tu vois. Et bien sûr que Peaky Blinders, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et là, par exemple, je pense à, Good Night and Good Luck ou à Pulp Fiction. Et je suis persuadé que, par exemple, si l'ancienne ministre est allée au bout de son programme, la consommation de cigarettes chez les jeunes aurait largement diminué. Bien dit, Ayman. Et si on sortait un peu du cinéma et on s'intéressait au monde de YouTube? Alors, le YouTuber dont je vais vous parler me tient vraiment à cœur car il m'a vraiment accompagné durant le confinement avec ses vidéos. Et je parle de JFCV pour J'irai fumer chez vous. Nommant de son vrai nom étant controversé sur la toile pour sa méthode à banaliser l'utilisation et la consommation de la weed. Ces vidéos consistent à aller vers ses abonnés ou d'autres youtubeurs pour fumer et parler de sujets divers et variés. Alors la raison pour laquelle il est tant controversé, c'est que d'un côté, il y a ceux qui pensent que c'est bien ce qu'il fait car il essaie de soigner l'image des consommateurs de weed, hors du cliché du toxico qui n'arrive pas à vivre sans être défoncé H24. De l'autre côté, il y a ceux qui disent que Noman ne fait que de banaliser, influencer les jeunes à la consommation de ces substances illicites. Et en invitant d'autres influenceurs qui ont une fanbase de jeunes, ne fait qu'empirer la situation. Et là, je pense à ces vidéos avec Morgan VS et Vodka, deux youtubeurs avec plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Alors, Titouan,
j'ai besoin de ton avis sur le sujet car c'est toi qui connais un peu le monde. Ouais, moi c'est vrai, moi j'avais déjà regardé certaines de ces vidéos et je te rejoins un peu, plus je rejoins plus le premier groupe que tu as évoqué, car en visionnant un peu ces vidéos, on comprend rapidement que l'intérêt premier de Noman, c'est de passer un bon moment avec ses abonnés tout en faisant de la prévention dans chacune de ces vidéos. Car faut pas se le cacher, la consommation de la weed est un fait bien réel en France et il faut trouver d'autres méthodes de prévention que les habituels fumer c'est mal que l'on connaît bien. Oui, alors, donc on a bien vu, il y a énormément de formes d'addiction. On a d'ailleurs demandé l'avis d'une professionnelle du sujet. Donc on a interviewé Anne Leclinch, qui est infirmière addictologue auprès des étudiants de Beaulieu sur Rennes. Écoutez. Donc, bonjour à tous, je suis Anne Leclinch, infirmière au service santé des étudiants sur le campus de Beaulieu. Donc en effet, je prends en charge les étudiants à leur demande dans le cas des addictions, suite à une formation que j'ai eue à l'université, sous forme d'un DU, diplôme universitaire en addictologie, il y a 7 ans déjà, donc ça fait 7 ans que je suis étudiant, quelles que soient leurs addictions et leurs demandes. Voilà, et donc merci de cet entretien, parce que c'est des informations qui sont importantes à partager, nous les soignants, et vers la population étudiante. Merci à vous surtout. Donc, quel rôle jouez-vous dans l'accompagnement des étudiants face aux addictions exactement ? Alors, il y a 2 postures. Celle de l'accueil direct, quand l'étudiant vient de lui-même, est en difficulté et vient nous voir. Donc, on aborde la difficulté, l'addiction quelle qu'elle soit, que ce soit comportementale, à savoir les jeux vidéo, la pornographie, les écrans ou autre chose, ou les produits, le plus courant, le tabac, le cannabis ou l'alcool. Et autre chose, j'accueille également des étudiants qui ont dans leur environnement proche quelqu'un qui est touché par une addiction, et c'est pas toujours facile de se positionner. Donc la porte est également ouverte pour ces personnes-là. Quelle posture tenir face à quelqu'un, un ami, une amie, ou un parent ou autre qui est dans une addiction. D'accord. Est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants qui viennent vous voir pour parler d'addiction ? Les consultations sont en augmentation. Alors maintenant, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que le mois sans tabac, qui est là déjà qui est mis en place depuis 2012 dans les pays anglo-saxons et nous depuis un peu moins d'années, depuis 4-5 ans chez nous, a permis d'ouvrir aussi les échanges, notamment au niveau du tabac, et de banaliser un peu le sujet et de moins stigmatiser les fumeurs. Et ça a ouvert aussi l'échange du coup aux autres addictions, notamment le cannabis, et via le tabac, le cannabis, l'alcool, les jeux et les comportements que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc il y a ce phénomène-là. Il y a aussi le fait que le bouche à oreille aussi, le service fait pas mal de com, donc ça compte. Et les étudiants parlent entre eux, et le fait vraiment de dédramatiser l'addiction en elle-même permet aux jeunes de venir plus facilement et se tourner plus facilement vers les professionnels et notamment vers le service. Est-ce que les étudiants sont plus vulnérables face aux addictions par rapport à la population en général ? Alors, le sujet de la vulnérabilité, on sait que les périodes de vulnérabilité dans la construction d'une personnalité, c'est entre 15 et 25 ans. C'est-à-dire que dans cette période-là, la construction psychologique et la construction au niveau psychique et compagnie, au niveau du cerveau, peut être très fragile. Et si des fragilités il y a, elles vont se manifester à ce niveau-là. Et s'il y a eu des difficultés dans la petite enfance, forcément, le jeune en devenir et l'adolescent, entre autres, peut exprimer d'une façon ou d'une autre cette vulnérabilité-là par le biais d'une addiction. Donc en effet, c'est une porte d'entrée, l'âge, vers vers l'expression de la vulnérabilité, si je peux dire ainsi les choses. Et il faut savoir qu'au niveau des produits, la laxicité du cerveau fait que s'il y a une forte appétence à un produit ou un comportement, là ça va être beaucoup plus manifeste chez le jeune et plus important au niveau de l'addiction, qui sera un peu plus forte. Ces vulnérabilités, il y a. Quelles sont les addictions les plus fréquentes chez les étudiants et aussi les plus impactantes ? Alors la plus fréquente, ça reste le tabac, le cannabis. Après impactante, il y a aussi l'alcool qui vient, notamment au niveau sécurité, pour l'alcool, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Après, j'ai envie de dire que toute addiction a autant d'impact. Les étudiants, quand ils viennent avec leur addiction dans le service, le discours est
et vraiment que c'est un bagage lourd dont ils veulent se séparer. Et parfois c'est compliqué, mais ça s'accompagne. Et surtout, il faut prendre le temps de consolider et pas chercher forcément à arrêter tout de suite, mais comprendre aussi pourquoi l'addiction est venue. Et c'est ça qui est intéressant. D'où une prise en charge, ça je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est très important. Les prises en charge en addictologie, elle est très fréquemment pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est rare que les étudiants que je suis en consultation, je sois la seule à les voir. Il y a également, dans 90% et plus des cas, un accompagnement psychologique. Et sans ce travail-là conjoint avec les collègues infirmiers, infirmières spécialisés en écoute psychologique ou les psychos ou psychiatres, ça c'est l'étudiant aussi qui accepte ou pas ces suivis-là, ça se fait vraiment, ces suivis en parallèle. Et en un, moi c'est le bien-être de l'étudiant dans sa tête. Donc si le produit est indispensable, on balise la consommation, mais en un, moi, c'est le bien-être de l'étudiant dans sa tête. Donc, toujours en partenariat avec le collègue qui fait le suivi psycho. Et bien sûr, on en échange ensemble avec accord de l'étudiant. On partage nos informations que si l'étudiant est remercie, avec ces échanges-là. On remercie Anne Leclinch pour nous avoir apporté des réponses importantes sur le sujet. Donc voilà, si vous avez des étudiants dans votre entourage qui souffrent ou alors semblent souffrir d'une addiction, n'hésitez pas à faire passer le mot. Ils sont les bienvenus dans les services santé étudiants partout en France. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Laser.